En mai 1960, David Ben-Gourion, qui est le Premier ministre israélien, annonce à la Knesset que Eichmann, qu'il définit comme le responsable de la solution finale, est en Israël et qu'il va être jugé. C'est un véritable coup de tonnerre, une émotion considérable, d'autant que si hors d'Israël on ne sait pas qui est Eichmann, en Israël même, on sait très bien qui il est, puisque les responsables des communautés juives d'Allemagne et d'Autriche, et surtout de Hongrie, ont été directement en contact avec lui, et que à partir des années, le milieu des années 50, la société israélienne a été déchirée par le procès que Kastner a intenté à, à Malkiel Grunwald, qui l'avait calomnié en disant qu'il avait en gros collaboré avec les nazis. Donc le procès Kastner a défrayé la chronique et a aussi acclimaté l'histoire des Juifs de Hongrie, qui est une histoire qui se déroule tout à la fin de la guerre quand Eichmann arrive en Hongrie en mars 1944. Chaque Israélien se rappelle exactement où il était quand il a appris la capture d'Eichmann, et c'est le signe des très grands événements quand tout le monde peut se rappeler où il a eu connaissance de cet événement. On sait aujourd'hui que l'arrestation d'Adolf Eichmann a été surtout due aux Allemands et que le rôle essentiel a été joué par le procureur allemand de l'État de Hesse, qui s'appelait Fritz Bauer. Et c'est lui qui a insisté, il s'est même déplacé en Israël pour que les Israéliens prennent eux-mêmes en charge Adolf Eichmann. Une fois que le Mossad, une fois que le gouvernement israélien a été convaincu de la nécessité pour lui de faire un procès à Adolf Eichmann, s'est déroulée une longue traque qu'on connaît assez bien aujourd'hui parce que les acteurs ont pratiquement tous écrit leurs souvenirs, qui a été le fait d'un commando d'une douzaine d'hommes du Mossad qui sont allés à Buenos Aires où Eichmann avait trouvé refuge en 1950 et qui ont fait un travail d'espion que j'ai envie de dire classique, logeant Eichmann, analysant ses habitudes et l'enlevant finalement à son retour du travail, à la descente de l'autobus qu'il prenait régulièrement pour rentrer chez lui, rue Garibaldi. Ils l'ont ensuite gardé dans une planque, interrogé. Ils lui ont fait signer une déclaration comme quoi il acceptait volontairement de se rendre en Israël. Et c'est un avion d'El Al qui était venu pour les festivités du 150e anniversaire de l'Argentine et qui conduisait le ministre de l'Éducation nationale, Abba Eban, qui a ramené Eichmann en Israël. Le portrait que l'on peut faire d'Eichmann, c'est d'abord qu'il a été membre du SD. Christian Ingrao a fait un portrait de groupe de ces gens qui ont rejoint le Sicherheitsdienst et qui ont été impliqués dans la solution finale. Ça a été un nazi fanatique, un antisémite fanatique, qui n'est jamais revenu sur son antisémitisme. Ce n'est pas un négateur, il ne dit pas « il n'y a pas eu de génocide », il ne cherche pas à amoindrir ce qu'a été la destruction des Juifs d'Europe. Il a été convaincu de sa nécessité et il a fait son travail d'administrateur de la solution finale jusqu'au bout.
Gideon Hausner, le procureur israélien, a décidé de construire le procès sur deux piliers. D'un côté les documents, mais de l'autre les témoins, qui doivent venir raconter à la barre toute l'histoire, du début de la persécution avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, jusqu'à la capitulation allemande et la fin de la guerre. C'est donc un procès très particulier, puisque pour la première fois, les gens vont raconter leur histoire et être entendus. Non pas qu'ils n'aient pas raconté l'histoire auparavant, chacun d'entre eux avait tenté de la raconter, mais soit ils n'avaient pas été crus, soit on les avait découragés de la raconter et on n'avait pas voulu les entendre. Il faut dire que ceux qui avaient survécu à la Shoah étaient suspects, étaient considérés comme manquant de courage, et qu'en Israël, on les avait surnommés de façon méprisante les savants. L'essence du procès Eichmann, c'est donc la litanie des témoins qui viennent raconter à la barre ce qu'a été leur histoire pendant la guerre. Et c'est ce récit des témoins qui provoque au sein de la société israélienne une véritable catharsis. C'est-à-dire que d'un côté, les gens se pressent pour assister au procès, ou bien pour regarder le procès qui est transmis par un circuit intérieur de télévision. La télévision n'existe pas en Israël, dans le couvent de Ratisbonne, qui est non loin du lieu où se tient le procès. On considère que sur à peu près 1 million d'Israéliens, 83 000 d'entre eux ont assisté au procès. La presse écrite donne de très longs reportages sur ce qui se passe au tribunal. Et c'est avec le procès Eichmann que les survivants du génocide, qui constituent à peu près un tiers de la population israélienne, sont réellement intégrés dans la société israélienne. La Shoah s'inscrit dans le code génétique de l'État d'Israël, 15 ans après la fin de la guerre et 13 ans après la création de l'État en 1948. Le procès Eichmann est un jalon essentiel dans la justice internationale. Le procès de Nuremberg, ou plus exactement les procès de Nuremberg, avaient jugé les grands criminels et avaient innové en matière juridique en faisant entrer dans le droit international de nouvelles qualifications, le crime contre la paix et le crime contre l'humanité. Et une partie de ce droit international est intégrée au nouveau droit israélien. En même temps, Ben Gourion a voulu faire de ce procès un Nuremberg du peuple juif. Ça signifie que si à Nuremberg, il a bien été question du sort des Juifs, le génocide n'avait pas été isolé des autres aspects de la criminalité nazie, alors que tout le procès Eichmann est consacré au sort des Juifs. C'est donc un jalon essentiel et certains juristes pensent même qu'il va être, de façon un peu ironique ou par une ironie de l'histoire, à l'origine de la compétence universelle, puisque on juge un criminel pour un crime qui n'a pas été commis dans le pays, mais que l'État d'Israël estime avoir le droit de juger. Je dis de façon ironique, puisque on le sait, notamment en Belgique, l'idée a été lancée d'inculper certains Israéliens pour crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité en raison de cette compétence universelle qui permet à un tribunal dans n'importe quel pays de juger de crimes qui ont été perpétrés dans n'importe quel pays. De certains crimes, bien sûr.
Le procès Eichmann a été ce que l'on peut appeler un global media event, un événement médiatique global, et ce grâce aux médias traditionnels, enfin traditionnels à l'époque, la presse écrite bien évidemment, la radio. Il y a eu à Jérusalem, présent au moment d'ouverture du procès, à peu près 700 correspondants de presse, ce qui est énorme. Au moins 2 fois plus qu'au procès de Nuremberg, mais grâce aussi à une novation technique qui est l'enregistrement par vidéo du procès pour la télévision. Lee Horowitz, grand documentariste, a 7 heures par jour, 5 jours par semaine, filmé ce procès. Avec ma collègue Sylvie Lindeperg, nous avons étudié en détail ce qu'avait été le filmage du procès et l'importance qu'il a eu, notamment dans les 2 pays qui ont été les plus concernés par le procès, les États-Unis et l'Allemagne. Et sur les télévisions allemandes et américaines, les téléspectateurs ont pu voir quotidiennement, pour la première fois de l'histoire, le procès d'un criminel nazi. On peut dire que le procès Eichmann est le procès qui fait prendre conscience au monde du génocide et qui le fait rentrer dans la conscience collective, même si cette entrée ne se fait pas exactement au même rythme dans tous les pays. Elle est un peu plus tardive en France, quoique le procès arrive dans une période où la sensibilité à ces questions-là est déjà présente. Elie Wiesel a publié en 1958 La Nuit, André Schwarzbart, Le Dernier des Justes, qui a été un immense prix Goncourt en 1959. Donc le procès arrive à un moment où la prise de conscience commence à se faire et il est un catalyseur qui permet la cristallisation d'éléments qui se trouvent déjà là dans les différents pays avant le procès, en Israël avec l'affaire Kastner notamment, en Allemagne avec la mise sur pied de l'institution de Ludwigsburg en charge de la recherche, de l'instruction de procès pour criminels de guerre. Le procès Eichmann a suscité des polémiques multiformes. D'abord sur son enlèvement, est-ce qu'on avait le droit d'enlever Eichmann en Argentine? Est-ce qu'Israël avait le droit de juger Eichmann? À ces réponses, Hannah Arendt, dans Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, a répondu d'ailleurs par la positive. C'est-à-dire qu'elle a estimé qu'Israël avait tout à fait le droit de juger Eichmann, et que l'enlèvement d'Eichmann ne lui posait guère de problème. En revanche, ce livre a suscité une première polémique sur le rôle des conseils juifs. Ce qui est intéressant, c'est que le débat sur les conseils juifs, sur la police juive, notamment celle des ghettos, avait été un débat très violent dans le monde juif. Mais en quelque sorte, Hannah Arendt le met sur la place publique et le sort des milieux juifs. Elle écrit que le génocide n'aurait pas été ce qu'il a été si les Juifs n'avaient pas coopéré à leur propre mort. Aujourd'hui, ce débat s'est épuisé. On sait très bien que dans les lieux où les Juifs n'étaient absolument pas organisés, c'est-à-dire sur les territoires de l'ex-Union soviétique, donc sans qu'il y ait d'organisation juive, sans que l'on puisse parler de coopération, les massacres ont été terribles. Et on a cessé de poser cette question de ce qu'avaient été les réactions des Juifs à la persécution. En revanche, c'est le sous-titre « Banalité du mal » qui continue à faire couler beaucoup d'encre, peut-être parce que finalement, on projette sur ce terme des choses qui sont ou qui ne sont pas dans le livre. Or, il faut savoir que Hannah Arendt
n'a pas assisté à la totalité du procès, elle n'a été présente que les 3 premières semaines du procès, que surtout elle n'a pas assisté ni à l'interrogatoire ni au contre-interrogatoire d'Eichmann, elle n'a jamais vu Eichmann se défendre. Et quand on voit Eichmann se défendre, ce que l'on peut faire grâce au film de Leo Hurwitz, à l'heure actuelle, 250 heures du procès Eichmann filmé ont été mis sur YouTube. Donc, quand on regarde Eichmann, on voit qu'il se défend avec pugnacité, avec opiniâtreté, avec intelligence, et qu'il n'est pas simplement cet homme incapable de penser, banal, ordinaire, qu'elle a décrit. Avant, chacun d'entre eux avait tenté de la raconter, mais soit ils n'avaient pas été crus, soit on les avait découragés de la raconter et on n'avait pas voulu les entendre. Il faut dire que ceux qui avaient survécu à la Shoah étaient suspects, étaient considérés comme manquants de courage, et qu'en Israël, on les avait surnommés de façon méprisante les savants. L'essence du procès Eichmann, c'est donc la litanie des témoins qui viennent raconter à la barre ce qu'a été leur histoire pendant la guerre. Et c'est ce récit des témoins qui provoque au sein de la société israélienne une véritable catharsis. C'est-à-dire que d'un côté, les gens se pressent pour assister au procès, ou bien pour regarder le procès qui est transmis par un circuit intérieur de télévision. La télévision n'existe pas en Israël, dans le couvent de Ratisbonne, qui est non loin du lieu où se tient le procès. On considère que sur à peu près 1 million d'Israéliens, 83 000 d'entre eux ont assisté au procès. La presse écrite donne de très longs reportages sur ce qui se passe au tribunal. Et c'est avec le procès Eichmann que les survivants du génocide, qui constituent à peu près un tiers de la population israélienne, sont réellement intégrés dans la société israélienne. La Shoah s'inscrit dans le code génétique de l'État d'Israël. 15 ans après la fin de la guerre et 13 ans après la création de l'État en 1948. Le procès Eichmann est un jalon essentiel dans la justice internationale. Le procès de Nuremberg, ou plus exactement les procès de Nuremberg, avaient jugé les grands criminels et avait innové en matière juridique en faisant entrer dans le droit international de nouvelles qualifications, le crime contre la paix et le crime contre l'humanité. Et une partie de ce droit international est intégrée au nouveau droit israélien. En même temps, Ben Gourion a voulu faire de ce procès un Nuremberg du peuple juif. Ça signifie que si à Nuremberg, en même temps, Ben Gourion a voulu faire de ce procès un Nuremberg du peuple juif, ça signifie que si à Nuremberg, il a bien été question du sort des Juifs, le génocide n'avait pas été isolé des autres aspects de la criminalité nazie, alors que tout le procès Eichmann est consacré au sort des Juifs. C'est donc un jalon essentiel et certains juristes pensent même qu'il va être, de façon un peu ironique ou par une ironie de l'histoire, à l'origine de la compétence universelle, puisque on juge un criminel pour un crime qui n'a pas été commis dans le pays, mais que l'État d'Israël estime avoir le droit de juger. Je dis de façon ironique, puisque on le sait, notamment en Belgique,
l'idée a été lancée d'inculper certains Israéliens pour crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité en raison de cette compétence universelle qui permet à un tribunal dans n'importe quel pays de juger de crimes qui ont été perpétrés dans n'importe quel pays. De certains crimes, bien sûr. Le procès Eichmann a été ce que l'on peut appeler un global media event, un événement médiatique global, et ce grâce aux médias traditionnels, enfin traditionnels à l'époque, la presse écrite bien évidemment, la radio. Il y a eu à Jérusalem, présent au moment d'ouverture du procès, à peu près 700 correspondants de presse, ce qui est énorme. Au moins 2 fois plus qu'au procès de Nuremberg, mais grâce aussi à une novation technique qui est l'enregistrement par vidéo du procès pour la télévision. Lee Horowitz, grand documentariste, a 7 heures par jour, 5 jours par semaine, filmé ce procès. Avec ma collègue Sylvie Lindeperg, nous avons étudié en détail ce qu'avait été le filmage du procès et l'importance qu'il a eu, notamment dans les 2 pays qui ont été les plus concernés par le procès, les États-Unis et l'Allemagne. Et sur les télévisions allemandes et américaines, les téléspectateurs ont pu voir quotidiennement, pour la première fois de l'histoire, le procès d'un criminel nazi. On peut dire que le procès Eichmann est dans n'importe quel pays, de certains crimes bien sûr. Le procès Eichmann a été ce que l'on peut appeler un global media event, un événement médiatique global, et ce grâce aux médias traditionnels, enfin traditionnels à l'époque, la presse écrite bien évidemment, la radio. Il y a eu à Jérusalem, présent au moment d'ouverture du procès, à peu près 700 correspondants de presse, ce qui est énorme. Au moins 2 fois plus qu'au procès de Nuremberg, mais grâce aussi à une novation technique qui est l'enregistrement par vidéo du procès pour la télévision. Lee Horowitz, grand documentariste, a 7 heures par jour, 5 jours par semaine, filmé ce procès. Avec ma collègue Sylvie Lindeperg, nous avons étudié en détail ce qu'avait été le filmage du procès et l'importance qu'il a eu, notamment dans les 2 pays qui ont été les plus concernés par le procès, les États-Unis et l'Allemagne. Et sur les télévisions allemandes et américaines, les téléspectateurs ont pu voir quotidiennement, pour la première fois de l'histoire, le procès d'un criminel nazi. On peut dire que le procès Eichmann est le procès qui fait prendre conscience au monde du génocide et qui le fait rentrer dans la conscience collective, même si cette entrée ne se fait pas exactement au même rythme dans tous les pays. Elle est un peu plus tardive en France, quoique le procès arrive dans une période où la sensibilité à ces questions-là est déjà présente. Elie Wiesel a publié en 1958 La Nuit, André Schwarzbart, Le Dernier des Justes, qui a été un immense prix Goncourt en 1959. Donc le procès arrive à un moment où la prise de conscience commence à se faire et il est un catalyseur qui permet la cristallisation d'éléments qui se trouvent déjà là dans les différents pays avant le procès, en Israël avec l'affaire Kastner notamment, en Allemagne avec la mise sur pied de l'institution de Ludwigsburg en charge de la recherche, de l'instruction de procès pour criminels de guerre. Le procès Eichmann a suscité des polémiques multiformes, d'abord sur son enlèvement, la nécessité pour lui
de faire un procès à Adolf Eichmann, s'est déroulée une longue traque qu'on connaît assez bien aujourd'hui parce que les acteurs ont pratiquement tous écrit leurs souvenirs, qui a été le fait d'un commando d'une douzaine d'hommes du Mossad qui sont allés à Buenos Aires où Eichmann avait trouvé refuge en 1950 et qui ont fait un travail d'espion que j'ai envie de dire classique, logeant Eichmann, analysant ses habitudes et l'enlevant finalement à son retour du travail, à la descente de l'autobus qu'il prenait régulièrement pour rentrer chez lui, rue Garibaldi. Ils l'ont ensuite gardé dans une planque, interrogé. Ils lui ont fait signer une déclaration comme quoi il acceptait volontairement de se rendre en Israël. Et c'est un avion d'El Al qui était venu pour les festivités du 150e anniversaire de l'Argentine et qui conduisait le ministre de l'Éducation nationale, Abba Eban, qui a ramené Eichmann en Israël. Le portrait que l'on peut faire d'Eichmann, c'est d'abord qu'il a été membre du SD. Christian Ingrao a fait un portrait de groupe de ces gens qui ont rejoint le Sicherheitsdienst et qui ont été impliqués dans la solution finale. Ça a été un nazi fanatique, un antisémite fanatique, qui n'est jamais revenu sur son antisémitisme. Ce n'est pas un négateur, il ne dit pas « il n'y a pas eu de génocide », il ne cherche pas à amoindrir ce qu'a été la destruction des Juifs d'Europe. Il a été convaincu de sa nécessité et il a fait son travail d'administrateur de la solution finale jusqu'au bout. Gideon Hausner, le procureur israélien, a décidé de construire le procès sur deux piliers. D'un côté les documents, mais de l'autre les témoins, qui doivent venir raconter à la barre toute l'histoire, du début de la persécution avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, jusqu'à